Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Je souhaitais commencer ce podcast avec une citation de Deepak Chopra que tu cites dans l'un de tes livres. Vous devez trouver à l'intérieur de vous-même l'endroit où rien n'est impossible. Sur ces quelques mots inspirants, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce nouvel épisode Maud Ankawa, auteur du livre Kilomètre Zéro, le chemin du bonheur, sorti en 2017 et Respire en 2019. Je les ai dévorés en un temps record et vous les recommande vivement. On y retrouve des personnages attachants, une prise de conscience sur la vie, sur leurs aspirations, et parfois il est vrai que les mots de Maud nous font nous aussi poser des questions sur nos raisons d'être et sur ce qui nous anime vraiment au fond de nous. Réussir à ne pas oublier ses rêves d'enfant et ne jamais avoir peur d'oser. Bonjour Maud, encore un immense merci d'avoir répondu oui à mon invitation. Nous sommes encore une toute jeune chaîne de podcast et pourtant l'engouement autour de la santé mentale me fait dire que nous avons encore beaucoup de choses à dire et à apprendre sur le chemin du bonheur. Bonjour à toi Marion, merci infiniment pour cette invitation. Je suis ravie de participer à cette émission. Je voulais commencer ce podcast en te demandant quel était ton rêve d'enfant, Maud. Mon rêve d'enfant, c'était de faire un monde meilleur, de faire un monde où il faisait meilleur vivre qu'avant d'avoir croisé ma route. Alors ça, c'était vraiment mon rêve d'enfant égotique. Et puis finalement, tout au long de ma vie, j'ai cheminé autour de ça. Je crois que c'est tellement, ça nous met en joie finalement de pouvoir donner aux autres ce que l'on est et qui l'on est. Et quand tu peux tendre la main à quelqu'un, bah, tu t'aperçois que je crois que c'est une des clés du chemin du bonheur. Donc j'ai continué dans cette voie-là, quels que soient les métiers que j'ai fait plusieurs métiers. Et quels que soient les métiers que j'ai faits, j'ai continué dans cette voie-là en choisissant des métiers, de simplement tendre la main aux autres et pouvoir grandir ensemble. Super, c'était un beau rêve d'enfant et d'ailleurs que tu as mis en pratique tout au long de ta vie. Est-ce que tu avais des idoles, des personnes que tu admirais beaucoup, des personnes avec qui finalement à qui tu rêvais de ressembler? Alors non, ça a toujours été un vrai sujet, tu sais, même en cours, tu as toujours des rédactions à faire sur qui vous admirez et à qui vous voulez ressembler. Et j'étais bien coincée parce que j'ai jamais su répondre à cette question. Beaucoup de gens m'inspirent. Beaucoup de gens, je trouve le travail de beaucoup de personnes très, très inspirant, mais j'ai jamais voulu ressembler à quelqu'un vraiment. J'aime l'énergie des gens. Par exemple, j'ai pas d'idole dans la musique ou autre, mais j'adore par exemple Patrick Bruel pour son énergie, pour ce qu'il dégage, pour la pêche qu'il peut me mettre quand j'écoute ses chansons. Et puis après, ben, il y a un tas d'écrivains qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Mais je ne sais pas dire que j'ai envie de ressembler à quelqu'un. En fait, je sais dire que je n'ai pas envie de ressembler à quelqu'un, mais plutôt de tracer un chemin qui est mon chemin, parce que voilà, j'ai mon passé, j'ai ma culture, j'ai mes envies, et forcément, chaque mission est différente d'une personne à une autre. Donc je m'inspire de choses qui me font vibrer, de travaux qui peuvent me faire vibrer. Et puis je mouline ça à l'intérieur, dans mon cœur, et puis je ressors ce qui me semble être le mieux dans mon chemin à moi. Je comprends. Et alors sur ce chemin, Maud, quelles ont été les expériences clés qui ont finalement forgé la femme que tu es aujourd'hui?
Alors, il y en a eu plusieurs. Je pense que chaque seconde, en fait, est une expérience. Chaque rencontre aussi est une expérience. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, évidemment, on a tous des parcours différents et finalement assez similaires, avec des boulets d'enfance, avec des choses qu'on a surmontées les uns les autres, et moi pareil. Et en fait, on peut tirer une force de toutes ces expériences qui nous semblaient assez négatives à ce moment-là, mais qui finalement nous a mis sur notre chemin aujourd'hui. Alors moi, pour moi, il y a eu beaucoup d'événements. Déjà, j'ai été confrontée souvent à des problèmes de santé. Je me suis fait opérer à cœur ouvert. J'ai eu différentes opérations d'ailleurs parce que j'écoutais pas mon corps. Donc ça a été des épreuves de vie assez douloureuses. Et puis ensuite, je pense dans le travail, des expériences différentes qui m'ont amené aujourd'hui à voir les choses un peu autrement. Comme tout à chacun, des pertes aussi de gens qu'on aime profondément, des deuils à passer. Mais encore une fois, je crois que tous ces obstacles m'ont permis aussi de me rendre compte que déjà, je suis encore vivante et que, forte de ça, je peux avancer vers d'autres choses avec mes forces, ma vulnérabilité aussi, mais aussi toutes ces forces qui ont forgé ce tempérament. Je crois que c'est propre à chacun d'ailleurs, et on peut tirer le meilleur de ça. Je crois qu'on a, malgré ces moments difficiles, toujours le choix de se laisser complètement aller. Et je ne jugerai jamais ceux qui vont vers ce choix-là parce que parfois on n'a pas. C'est très compliqué de faire autrement. Euh, mais je crois qu'on peut aussi tirer les forces de ça et transformer son passé en quelque chose de positif. En tout cas, tirer le meilleur pour se dire, c'est un peu le sujet de Respire. D'ailleurs, le plan est toujours parfait. Je crois qu'on vit ce qu'on a à vivre pour se réaliser tel qu'on doit se réaliser. Ouais. Moi, c'est vrai que quand j'ai fini le livre Respire, mais on va en parler plus en détail, mais il y avait vraiment ce côté de relativiser, où on se dit, il y a voilà, une journée, un choix n'est pas définitif, et si on le fait, c'est quelque part qu'on en a envie, et que c'est pas pour ça qu'on s'éloigne de notre chemin. Donc, Exactement. Et parfois, on est obligé de répondre à des éléments extérieurs, hein, parce qu'on n'a pas toujours choisi vraiment ce qui nous arrive, ou en tout cas, on peut se dire, ouais, c'est pas vraiment ce que j'avais choisi sur le fond, et pourtant, c'est ce que je suis en train de vivre. Donc, même si on a le sentiment de ne pas toujours avoir choisi, eh bien quelque part, en tout cas, quand les éléments extérieurs sont là, on a toujours le choix de nos réactions. Pas forcément des événements, mais de nos réactions. hum, hum, hum. Complètement. Et est-ce que tu penses aujourd'hui avoir atteint un certain accomplissement, un certain épanouissement, avoir finalement réussi à trouver la place où tu te sens bien? Je crois que c'est un chemin continuel, hein, et c'est un chemin d'une vie. Mon objectif est de vivre dans le bonheur, c'est-à-dire le bonheur, c'est un état pour moi. C'est pas, c'est un état qui est que on n'est pas 100% tout le temps dans la joie. Je pourrais jamais dire ça. Il y a des moments et heureusement, je connecte toutes les autres émotions, mais en tout cas, cette tendance à vouloir obtenir et atteindre ce bonheur, cet état de bonheur, oui, ça c'est mon chemin, et je peux dire qu'aujourd'hui, ouais, de façon globale, je suis très heureuse. Tu sais, le simple fait de se lever le matin et de se dire j'ai mal nulle part alors que j'ai quand même souffert physiquement, le simple fait de se dire je me lève le matin, j'ai mal nulle part, c'est déjà un Mm. énorme cadeau pour moi de vie. Donc après, tout est relatif. Tu vois, oui, quant à la santé, tu peux réaliser beaucoup de choses. Mm. Et est-ce que tu t'étais... parce que j'ai l'impression que le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui est fondamentalement en toi aujourd'hui. Est-ce que tu t'es intéressée? J'ai un peu lu ton parcours évidemment avant de préparer l'interview et j'ai eu l'impression que il y a eu ce voyage au Népal qui a été une étape clé dans ton parcours, dans ton chemin. Est-ce que tu t'étais déjà intéressée de près au développement personnel? Est-ce que c'est venu pendant ce voyage? Est-ce que tu as eu un déclic? Non, alors ça fait des années que je m'intéresse à l'être humain et aux relations humaines, à mes fonctionnements aussi. Le Népal, ça a été un besoin de partir plusieurs jours, plusieurs semaines d'ailleurs, dans l'Himalaya. Mais c'est pas le déclic du développement personnel. Le développement personnel, je crois que j'ai bientôt 50 ans, ça fait 30 ans que je m'y intéresse de très très près, voire même avant. Et le Népal, voilà, ça a été un voyage assez initiatique, mais
dans le livre Kilomètre Zéro, le premier roman que j'ai écrit, c'est surtout 25-30 ans de développement personnel, de rencontres de différents peuples partout dans le monde, que j'avais envie de lecture aussi, d'expérience, de vie. J'accompagne des gens, donc il y a aussi, à travers ces coachings, beaucoup d'expériences des autres aussi, dont je me sers pour écrire mes livres. Et c'est vrai que dans ces livres, tout est vrai, c'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de choses, et puis j'ai vu vivre les autres ces choses-là. Mais ça s'est pas fait en un an, non, effectivement. Et donc du coup, donc le personnage de Maëlle dans le premier livre de Kilomètre Zéro, donc qui est le personnage principal de ce livre, et qui va du coup, pour les auditeurs qui n'ont pas lu le livre, qui va faire ce voyage initiatique au Népal. Alors au début, c'est un peu finalement quelque chose qui lui est imposé. C'était pas Oui. son choix à elle. Est-ce que c'est un personnage finalement un peu autobiographique, ou il y a vraiment un détachement entre toi et Maëlle? C'est 95% des 2 livres là, sont vrais. Après, je ne suis pas Maëlle puisque c'est un personnage de roman, mais je me suis servi beaucoup de ma vie. Elle est directrice financière comme je l'étais, d'une start-up comme je l'étais, elle part au Népal comme je l'ai fait. Moi, je suis partie au Népal par vraie envie. Maëlle, c'est pas par vraiment choix, c'est pour rendre service à une amie. Elle devrait faire un aller-retour au Népal, et puis elle se retrouve embringuée dans un trek au Népal. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que je suis partie. Je suis partie vraiment avec un guide et des Sherpas, et j'avais vraiment envie de ce voyage pour me retrouver, pour vivre l'instant présent. Voilà, j'ai cheminé comme Maëlle, et j'ai vraiment fait ce travail comme Maëlle, mais pas dans les mêmes obligations. Donc elle arrive, elle est contrainte, le cadre lui plaît pas, elle ne connaît que son monde de luxe. Moi, j'avais très très envie d'aller là-bas. Donc évidemment que je me suis servi, et 95% du livre est vrai, encore une fois, mais dans un cheminement un peu différent. Et alors donc, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense que enfin moi ça me fascine, cette écriture, ce travail, et puis évidemment ces éditions de ces 2 livres. Pour les auditeurs qui n'ont pas encore lu tes livres, comment tu leur donnerais envie, même si tu as un peu commencé avec la question d'avant, et surtout quelles sont leurs caractéristiques selon toi, à tes yeux, à l'un et à l'autre, le petit plus que l'autre n'a pas, ou voilà, finalement, ce petit grain de folie que l'un a et l'autre l'a d'une façon un peu différente? Alors, ce sont 2 livres assez différents, même si ce sont 2 romans initiatiques. Pourquoi d'ailleurs j'ai écrit le deuxième alors que j'avais l'impression d'avoir tout donné dans le premier? Kilomètre Zéro, c'est vraiment un livre dans une période de ma vie où je me posais énormément de questions, et je voyais les autres se poser aussi énormément de questions. Et j'ai voulu réunir ces 25 ans de développement personnel, ces 25 ans de voyage, à travers des clés d'explication, de choses qui m'ont servi. Donc dans les 2 cas, j'avais envie de partager quelque chose. J'avais pas du tout envie de donner des leçons, je serais très mal placée pour ça. J'avais juste envie de partager des choses qui ont fonctionné pour moi, des choses qui au quotidien m'aident à retrouver cet état de bonheur. Et j'ai écrit Kilomètre Zéro pour mes amis avant tout. Il n'était pas question d'édition ou quoi que ce soit. Il était juste question de partager des choses qui m'étaient chères. Mes amis me demandaient: mais comment tu fais pour réussir dans les affaires, dans ton quotidien, dans ta vie personnelle? Et je disais: ben, voilà ce que j'applique, voilà ce qui me sert, voilà ce qui m'aide, et j'ai envie de le partager. Et donc, quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, je l'ai vraiment fait pour eux. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Bon, eux, ils ont décidé d'une aventure un peu différente puisqu'ils ont eu envie de le partager. Et ce partage a fait qu'on est parti de 100 exemplaires que j'avais offerts à passer à 500, puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, ça m'a complètement dépassé. Les éditeurs se sont intéressés évidemment à l'aventure. Et c'est parti complètement en vrille, bien au-delà de moi. Et une belle vrille puisque maintenant, on est à 300 000 exemplaires. Donc c'est fabuleux de voir qu'en donnant quelque chose, bah, finalement, ça m'a complètement dépassée. Et ce premier livre qui était vraiment centré sur une compréhension de ce qu'on pouvait vivre, la façon dont on pouvait changer de caméra finalement, et puis de mettre en commun, à travers tout mon parcours de coaching, de mettre en commun des expériences en fait, et mettre tout son pouvoir pour les autres et non plus sur les autres, grâce à ce que chacun m'apprenait aussi de leurs propres expériences.
Respire, le plan est toujours parfait. C'est un deuxième roman que j'ai écrit qui est très différent du premier, puisque je voulais réconcilier cet alignement parfait qui est le mental, le cœur et le corps. Dans Kilomètre Zéro, on trouve beaucoup de mental et de cœur, peu de corps, alors que dans Respire, on va plus vers le cœur et le corps. Et donc, c'est la compréhension de ces trois dimensions qui fait qu'on est dans cet alignement parfait. Donc, ce sont deux histoires très différentes. L'une est dans l'Himalaya, l'autre donc au Népal, hein, la première, et l'autre en Thaïlande. Et on va trouver effectivement un livre plus mental et émotionnel chez Kilomètre Zéro, et on va retrouver chez Respire un livre plutôt émotionnel et corporel. Donc ces trois dimensions réunies qui font que quand on comprend à travers ces trois spectres, ces trois dimensions, notre vie est complètement différente. Mhm. Et je pense que les deux ont beaucoup de folie, parce que ça fait partie de ma vie. Le voyage fait partie de ma vie, et c'est d'ailleurs une passion. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y en a un qui a un grain de folie plus qu'un autre? Je ne sais pas dire ça. Je crois que les personnages sont différents. Certains ont ce grain de folie. Et voilà. Donc, je ne sais pas quel conseiller des deux. J'adore les deux pour les avoir écrits, parce que ça fait partie de ma vie. Et ce sont deux livres différents. Et d'ailleurs, quand Kilomètre Zéro, qui a été tout de suite classé best-seller, et les gens se sont complètement emparés du livre, quand le deuxième est sorti, ils avaient peur de ne pas aimer autant que Kilomètre Zéro. Et puis finalement, Respire est passé en tête des ventes. Donc voilà, je ne sais quoi dire avec ça, si ce n'est que voilà, partageons ensemble qui nous sommes et continuons à grandir ensemble. Ouais, complètement. Moi, c'est vrai que j'ai adoré les deux et je trouve qu'ils sont très complémentaires. Donc, je pense que quand on en lit un, il faut lire le deuxième. Ça vient forcément compléter tous ces enseignements et effectivement toute cette compréhension de l'alignement entre le mental, le corps et je pense que c'est vraiment faut continuer le chemin et ça enrichit tout à fait l'expérience. Comment tu as réussi, parce que finalement effectivement il y a ces deux personnages qui arrivent à des chemins de leur vie un peu déterminant, un peu clé, où on sent qu'ils se sont un peu perdus dans le tourbillon de la vie. Donc il y a ce côté identification, on arrive facilement à s'identifier, malheureusement, un peu quelque part. Et en même temps, on a des personnages qui ont une sagesse absolue. Donc je fais référence à Shanti pour le Kilomètre Zéro et à Feng dans Respire, le plan est parfait. Il y a vraiment une envie de transmission. Est-ce que finalement, ces deux personnages viennent jouer un rôle de mentor? Oui, je crois que c'est une part de nous, d'ailleurs, qui est sage. C'est-à-dire qu'évidemment, ces deux personnages, c'est le fruit de ces 30 ans de travail. Mais on a tous une part de nous qui est sage, qui a pu évoluer de nos propres expériences. Et je crois que c'est ça que j'avais envie de mettre en avant, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et puis, au fond de nous, on a quand même résolu déjà un certain nombre de choses. Tout à chacun, d'ailleurs. Moi, je le vois, qu'on parle avec un enfant ou qu'on parle avec une personne âgée, quel que soit le chemin d'évolution d'une personne, on a tous à apprendre de chacun. Personne ne sait mieux que personne d'autre. On est juste en train de partager des choses qui nous ont servi, des choses qu'on a pu surmonter. Et moi, je me dis que si dans les douleurs que j'ai pu passer ou dans les épreuves que j'ai pu avoir, j'ai pu les dépasser, peut-être que ça peut servir à d'autres personnes, parce que je crois qu'il y a des millions de gens qui auront vécu les choses avant moi, et puis il y a des millions de gens qui vivront les mêmes choses après moi. Et peut-être que ça peut aider, parce que comme tu le disais, je crois que on peut s'associer très vite à ces personnages parce que chacun vit les mêmes choses. Encore une fois, c'est pas forcément les mêmes événements extérieurs, mais on vit des émotions, on vit parfois un problème à gérer nos émotions, on vit parfois des fonctionnements où on a l'impression de ne pas être vraiment en nous. Notre ego prend le pouvoir, notre pilotage automatique prend le pouvoir, et puis on se laisse un peu embringuer dans ces états-là. Et je crois que ça, c'est propre à tous les individus sur Terre. Donc après, le vrai sujet du développement personnel, c'est d'arriver à voir quelques secondes plus tôt ce qu'on n'aurait pas vu si on n'avait pas fait ce chemin. Tu vois, et c'est de se dire, voilà, si je vois un tout petit peu plus tôt mon mécanisme de défense qui se met en route trop rapidement, eh bien, je gagne quelques secondes dans mon bien-être. Sinon, je reste enfermée dans ce mal-être, et puis je laisse mon ego se mettre complètement en phase, quoi.
Ouais, je comprends complètement. Et pourquoi tu penses qu'on est aussi nombreux, finalement c'est presque une généralité, à un moment de notre vie, à se sentir un peu perdu, en cours de route sur le chemin de notre vie? Ouais, je crois que la vraie raison, c'est, en tout cas pour moi, c'est de me rendre compte qu'on nous apprend beaucoup de choses à l'école. On nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, et puis dans notre éducation aussi, on nous apprend beaucoup de choses. On nous apprend à nous tenir droit, on nous apprend à être respectueux, etc. Mais personne ne nous apprend à connecter nos émotions. Personne ne nous apprend à simplement ressentir ce qui est en phase avec nous. Donc, dès notre plus jeune âge, un enfant, ce dont il a besoin, d'ailleurs, c'est très clair, hein, tu vois un bébé, il naît, il hurle quand il a faim, il hurle quand il a envie de dormir, il se manifeste tel qu'il est, sans penser que ça pourrait gêner X ou Y. Puis après, on nous façonne, on nous forge aux propres peurs de nos parents, de la société, de notre éducation, etc. Et puis on devient quelqu'un d'autre, on met un tas de costumes. Moi, le fil rouge du premier roman que j'avais voulu écrire, Kilomètre Zéro, c'était de se rendre compte qu'on est tous la fille d'eux, ou le fils d'eux, puis la mère d'eux, l'adulte d'eux, la femme ou le mari d'eux, ou l'employé d'eux, ou le patron d'eux, mais on endosse un tas de costumes et on ne sait plus vraiment qui on est. Donc la vraie difficulté, c'est qu'au bout d'un moment, on est en tel déphasage avec qui l'on est, on ne sait tellement plus ce qui a du sens pour nous, que, eh bien, à un moment, le corps n'est plus du tout en phase et plus du tout d'accord avec ce qui se passe dans notre mental et dans nos émotions, et puis ça bug, quoi. Mmh. Ça bug, et quand ça bug, il faut réaligner un peu les choses. Donc, c'est un peu le sujet. On passe tous par là parce qu'on s'est perdu en route. Et c'est pas forcément de la faute de chaque individu, mais on ne nous apprend pas à connecter qui l'on est et nos propres ressentis et nos propres envies. Et chaque chemin de chaque individu est différent. Or on façonne un peu dans le, dans le courant de ce qui doit être fait dans notre société. Mais tu vois, si tu avais été élevé en Asie, tu serais quelqu'un de très différent, et pourtant, à la base, la même personne. Tu Ouais, vois, si on complètement. t'avait pris et puis emmené dans une famille en Asie, tu serais la même personne de tes mêmes parents génétiques, mais tu serais une personne complètement différente. On t'aurait façonné à une éducation complètement différente. Donc, tu vois, je crois que le vrai sujet, c'est de se retrouver. Et pourquoi ça bug à un moment, c'est qu'on est trop loin de qui l'on est. Est-ce que ce serait pas, moi je me pose beaucoup de questions en ce moment sur, cette vision de la réussite et du succès à titre personnel. J'ai l'impression qu'on a une pression quand même quelque part par l'environnement dans lequel on évolue, sur cette vision de la réussite et du succès, et elle vient un peu biaiser et elle vient un peu altérer notre réelle vision de la réussite dans nos vies. Oui, Et c'est ça, je pense que c'est ce chemin-là que on nous apprend, on nous explique que la réussite, c'est une réussite basée sur le matériel. Donc, toute notre façon de voir les choses se base dessus. Et le problème, c'est qu'on se rend bien compte que c'est pas ce qui nous rend heureux, mmh, parce que c'est très loin des valeurs des clés, en tout cas, de la joie profonde. Ça ne veut pas dire que gagner de l'argent nous rend malheureux, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et d'ailleurs, je trouve que l'argent rend libre. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses positives à gagner de l'argent. Mais pour autant, si le postulat c'est je veux être heureux, donc la condition sine qua non c'est que je gagne de l'argent, là c'est un mauvais postulat parce qu'on le sait très bien. Et quand tu interviews, même si je sais pas si c'est arrivé de gens qui gagnent beaucoup d'argent, on se rend compte que c'est pas la base de ce bien-être. Et à l'inverse, tu peux euh, côtoyer des gens qui n'ont pas énormément d'argent, mais qui ont trouvé cet alignement et qui sont profondément heureux. Donc ouais. encore une fois, l'argent, tu sais, c'est un flux. On est sans et puis on mourra sans. Donc le vrai sujet, c'est vraiment être dans ce flux. Et encore une fois, hein, je ne suis pas en train de dire gagner de l'argent, ça nous rend malheureux. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que ça rend libre, mais c'est pas la condition sine qua non du bonheur. Mmh, mmh mh. Ouais, À complètement. l'inverse de valeurs comme le partage, comme le fait d'avoir des amitiés profondes, le fait d'être profondément dans l'amour. Tu sais, tout ce qu'on fait, d'ailleurs, toutes nos pensées, tous nos actes, tous nos, toute notre direction, tout ce qu'on pense et dans lesquels on agit, c'est pour une seule raison, le fait d'être aimé et d'aimer.
tout ce qu'on fait là, même de vouloir gagner de l'argent, c'est pour une seule et unique raison, aimer et être aimé. Donc, on voit bien que le vrai sujet, c'est pas avant tout gagner de l'argent. C'est avant tout avoir des relations de qualité avec soi et avec les autres. Ça, c'est une des conditions fondamentales du bonheur. Mmh. Et cette vision-là, enfin ce discours que tu as là aujourd'hui, est-ce que, j'imagine que ça a été, un suite à de nombreuses expériences, des enseignements? Est-ce que toi aussi un jour, tu as senti que tu t'éloignais un peu de toutes ces valeurs, de toutes ces vraies, Complètement. ouais? Ouais, complètement. Je pense que d'ailleurs, je suis passée par la case: «Il faut que je gagne de l'argent pour être reconnue». Je suis passée par cette case et c'est en passant par cette case que je me suis rendu compte qu'en en ayant, j'étais pas plus heureuse qu'avant. Voire même, je pouvais me perdre, je m'étais perdue dans la santé, je travaillais énormément, au point de négliger un peu mes relations amicales, mon entourage et je me rendais compte que je me sclérosais. Donc oui, j'en parle vraiment en connaissance de cause et évidemment que ça a été pour moi une course, hein, je vais être aimée si je suis reconnue, si j'ai un statut, si j'ai une voiture, si j'ai une maison, si tu vois. Et c'est en ayant tout ça qu'à un moment je me suis dit, bah ouais, mais ça me rend pas plus heureuse. Alors je dis Mmh. pas que, encore une fois, l'argent me rend malheureuse, c'est pas le cas. Mais par contre, c'est pas ça qui me rend heureuse aujourd'hui. Ça Ouais, me rend bien sûr. libre à bien des écarts, mais à bien des égards, mais c'est pas ça qui me rend malheureuse. Et le prix à payer de frôler parce que j'ai vraiment frôlé un burn-out en 2010, c'est là que je suis partie d'ailleurs au Népal pour apprendre à vivre au présent et arrêter d'avoir toujours 10 coups d'avance, là où dans la stratégie d'entreprise et dans les études que j'ai pu faire pour formater justement un cerveau rapide, eh bien j'avais toujours 10 coups d'avance et la réalité c'est qu'il a fallu que je réapprenne pendant plus de 10 ans 15 ans presque à, à vivre au présent. Arrêter d'avoir des coups d'avance, arrêter de vivre dans le futur, mais plutôt vivre dans le présent. Parce que le vrai sujet, une des clés fondamentales de la joie, on ne peut pas connecter la joie si on n'est pas dans le présent. On peut connecter des instants de plaisir en se projetant sur tiens, quand je ferai ça, je serai bien, etc. Mais on ne peut pas connecter la joie. La joie, cette émotion profonde d'alignement et de paix d'ailleurs, qui est pour moi même au-dessus de la joie, ne peut se connecter que dans l'instant présent. Or, moi, j'avais été formatée pour avoir toujours 10 coups d'avance, donc de vivre toujours avec cette stratégie en place. Et il m'a fallu des mois et des mois de silence et de rééducation pour apprendre à vivre au présent. Ouais. Ah bah, là, pour le coup, ouais, c'est une vraie rééducation, mais même je pense, aujourd'hui, comme on évolue avec notre éducation, même le système scolaire et cetera, on a toujours un peu ce réflexe d'avoir un peu le plan à 3 ans, de notre vie, parce qu'on nous demande très tôt de faire des choix, parce qu'il y a vraiment ce côté, il faut décider, il faut trouver sa voie, il faut et en fait, quelque part, cette pression, j'ai l'impression qu'elle fait de nous un peu, des robots, il faut qu'on ait coché, telle ou telle case, d'ici 3 ans, sinon, notre vie sera ratée. Donc quelque part, c'est une pression énorme qu'on Exactement, épaule. exactement. Ah oui, et puis une pression énorme voilà, de la société, du moule de la société. Et puis, mais je crois on peut changer ça. Et c'est vrai Mmh. que plus tôt on apprend ça aux jeunes, les jeunes sont très réceptifs. Ils sont très réceptifs à la méditation, ils sont très réceptifs à voir les choses autrement. D'ailleurs, je vois, il y a un vrai changement de paradigme, même chez les 25 ans. Enfin, je travaillais beaucoup dans le monde de l'ingénierie et je sais qu'il y a quelques années, nous, quand on était face à des investisseurs sur des projets, on leur parlait de nos projets, on cherchait à lever des sommes d'argent importantes, et puis on était face aux investisseurs, ils nous disaient, bon, bah, très bien, ton projet nous plaît, mais tu m'enlèves ça, ça, ça et ça du projet, et puis nous, on investit sur toi. Et puis en enlevant toutes les parties qu'ils demandaient, finalement, le projet n'avait plus de sens. Mais on acceptait le truc parce qu'il fallait qu'on récupère l'argent pour pouvoir monter nos sociétés. Et puis bah, aujourd'hui, je vois les jeunes qui pitchent sur leur projet, c'est plus ça du tout. Si les investisseurs ont le même débat, immédiatement les jeunes de 25-30 ans disent ah non, mais attendez, vous n'avez rien compris à mon projet, donc c'est pas grave, on va chercher d'autres investisseurs. Et je trouve ça extraordinaire parce que l'éducation change et eux ont d'autres envies. Là où nous, dans notre éducation, bah, on baissait les yeux, on disait merci et puis on repartait frustré, mais bon, voilà, on avançait comme ça. Donc je crois que ça change quand même. Ouais. Les jeunes sont beaucoup plus réceptifs. Il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de s'opérer, je le crois sincèrement.
Et je suis ravie de ça parce que tous les projets, tu vois, de recherche aujourd'hui, beaucoup des projets, en tout cas que je vois passer, je fais partie du monde du prix de l'innovation, du jury du prix de l'innovation, et clairement, les projets qui passent sont des projets qui ont vraiment du sens, qui ont Mm. vraiment du sens. Il y a cette vraie quête de sens, j'ai l'impression. Alors moi, je pense que je suis dans la petite génération juste avant, mais je le vois aujourd'hui avec les personnes que je manage. C'est vrai que on les fait plus rêver avec des grands noms, des grandes marques, des choses qui sont finalement très paillettes. Et elles sont plus à la recherche de vrai sens et de se dire, ok, moi j'ai envie de faire quand même, de poser ma brique dans ce monde qui va pas forcément très bien et d'y apporter ma petite contribution. Et c'est vrai que ce Complètement. changement-là, j'ai l'impression que, enfin, je m'en rends compte aussi, et ça, c'est plutôt, c'est plutôt positif. Ouais, et puis une vraie qualité de vie. Les gens cherchent une vraie qualité de vie et non plus de vivre à 100 à l'heure, à bosser 18 heures par jour. Je dis pas que pour réussir, bien sûr, ça demande beaucoup de travail, quel que soit le métier qu'on fait. Je trouve presque absurde de bosser 35 heures quand on aime ce qu'on fait. Mm. Mais pour autant, voilà, il y a aussi une qualité de vie qu'on peut avoir plutôt que de bosser comme des forcenés et sans plus voir le jour de rien. Ni Ouais, ses complètement. amis, ni sa famille, ni tu vois, d'être tout le temps. Donc, il y a un juste milieu à retrouver et je crois qu'on y va tranquillement, mais on y va. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on l'entend, hein, l'équilibre professionnel-personnel, on n'a Mm, mm. jamais autant parlé aujourd'hui. Et il y a une notion que je trouve assez intéressante, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail, pour moi, c'est vraiment une des clés de réussite, c'est que sans travail, il n'y a rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Mais il faut aussi s'octroyer des pauses avec soi-même, réussir à faire des petits dézooms sur sa vie pour finalement prendre du recul sur nous-mêmes et puis voilà, se faire avoir des parenthèses. Et j'ai l'impression d'ailleurs, dans Respire et Kilomètre Zéro, qu'on assiste à de véritables pauses de vie qui permettent finalement de mieux rebondir et de mieux vivre après ces pauses. Je crois que ces pauses-là permettent ce recentrage sur nous. C'est-à-dire que quand tu as la tête dans le guidon, tu vois même plus que tu es à côté de ta vie. Tu es dans ton sillon, tu es dans ton tourbillon surtout, et puis tu te rends même plus compte que tu ressens même plus que ça va ou ça va pas, jusqu'au moment où ça va trop loin, et puis là c'est le mur. Donc faire des pauses, tu sais, c'est pas forcément partir comme Maëlle ou comme Malo, loin, ou souvent qu'on me dit mais est-ce qu'il faut partir en voyage pour se recentrer sur toi, sur soi. Jamais j'irais dire ça. Je pense que simplement Mmh. c'est plus facile de méditer face à la montagne que place du Châtelet à Paris, tu vois. Donc, mais pour autant, n'importe qui peut se poser chez soi, se recentrer en soi, prendre des habitudes différentes et prendre du temps. Aujourd'hui, on est tellement sollicité dès qu'on a une minute. On se dit qu'on n'a pas de temps, mais on a tous 24 heures par jour et on passe du temps, beaucoup de temps au travail, puis dans nos obligations. Et puis après, dès qu'on a un moment, on s'abrutit devant la télé, devant les réseaux sociaux. On est tellement sollicité par un tas de choses que finalement, on n'a pas une seconde à nous. Mmh. Mais si on reprenait quelques minutes à nous, c'est-à-dire 5 ou 10 minutes sur 24 heures, ça suffirait pour se recentrer sur soi. Sauf que ces 5-10 minutes, on ne sait tellement pas les prendre parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On les a tous, mais dès qu'on est face à ça, une espèce de néant qui est face à nous. Et finalement, on préfère aller s'occuper l'esprit avec autre chose. Donc, tu vois, ce recentrage, il est parfois de quelques minutes. Et tout le monde a ces quelques minutes, si tant est qu'on passe pas, on bascule pas aussi sec dans ce qui nous est inconfortable. Parce qu'au début, quand on fait silence en nous, quand on prend un temps pour nous, quand on essaye d'écouter simplement ce qui se passe en nous, dans notre corps, c'est très inconfortable parce que c'est inconnu, parce qu'on nous a pas appris à faire ça. Mais plus on le fait, eh bien, plus on a besoin de ces moments-là pour ressentir ce qui se passe en nous. Et le corps, comme les émotions, le cœur, nous guide très facilement vers la bonne direction, alors que le mental nous crée un brouhaha, si tu veux, qui nous empêche de connecter qui nous sommes. Super. L'exercice est là. Je suis d'accord complètement. Et je voulais revenir sur la notion de rêve et de ton métier d'écrivain. Est-ce que écrire a été finalement un acte libérateur pour toi? Et est-ce que l'écriture est finalement ce qui t'anime aujourd'hui, au-delà d'avoir eu envie de transmettre ce qu'il t'a été appris? Alors,
Pour être tout à fait honnête, écrire pour moi, c'est pas facile, facile. Je viens vraiment du monde d'Excel. Donc, je viens du monde des chiffres, je viens pas forcément du monde des lettres, et c'est pas facile pour moi d'écrire, mais il y a une telle envie de partager. Pour rebondir sur ce que tu disais, le vrai sujet pour moi, c'est de partager quelque chose qui m'est cher, et je trouve que l'écriture est un beau moyen de le faire. Ça, c'était vrai quand j'ai commencé à écrire. Que j'ai écrit Kilomètre Zéro, j'ai vu la résonance et ça m'a tellement touchée de voir que les gens les portaient comme ça et puis que c'est plus faire du bien, là où j'avais comme, euh, comme objectif de faire du bien, enfin d'essayer de faire du bien à une personne sur Terre. Ben là, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines de personnes qui le partageaient, donc ça m'a énormément touchée. Et donc j'ai eu envie d'écrire ce deuxième livre, Respire, pour les lecteurs qui m'ont autorisé à être moi-même, de me mettre à nu, qui me s'autorisait à me voir telle que j'étais, avec mes forces et mes faiblesses. Donc j'ai eu très envie d'écrire ce deuxième livre, qui n'a pas été facile non plus d'écrire. Et là où je te rejoins, c'est que à ce moment-là, effectivement, j'ai écrit ce deuxième livre complètement à nu aussi, comme le premier. Et oui, il y a eu un effet libérateur quand tu poses des mots. Tu sais, écrire, c'est long. Enfin, pour moi, c'est long. Et donc, quand tu poses des mots, tu réfléchis, tu vis dans les personnages, même les émotions des personnages, je les avais. Donc, j'écrivais, je vivais les émotions. Ça m'arrivait très souvent, d'ailleurs, de pleurer en même temps que j'écrivais, parce que je vivais les émotions du personnage. Donc oui, il y a un effet libérateur, mais je crois que le vrai secret de l'écrivain, en tout cas, c'est de vouloir quand même partager quelque chose. Parce que si on écrit pour soi et si on écrit juste pour expier un certain nombre de choses qui est en nous, bah, je crois qu'on passe à côté. Le but, c'est quand même de partager avec les autres. Et à chaque fois que j'écris, moi, c'est vraiment dans l'esprit bah, d'essayer de faire du bien ou de partager quelque chose qui m'a fait du bien en espérant que ça puisse faire du bien à quelqu'un d'autre. Ouais. Finalement, tu joues un rôle de finalement un peu de mentor à travers. Ah non, 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 ça jamais j'irais dire ça parce que je crois qu'on est tous mentors les uns des autres, et on a tous une part de nous de mentors, mais non, ça jamais j'irais dire ça parce que j'apprends chaque seconde et j'ai l'impression d'être vraiment débutante à chaque fois. Et d'ailleurs, plus j'avance en âge, moins j'ai de certitude et plus j'ai l'impression de ne rien savoir. Donc c'est plutôt un échange d'expériences, mais sûrement pas de conseils ou de mentoring. Ça, ce serait pas juste de dire ça, et je me sens pas du tout comme ça. Au contraire, d'ailleurs, plus je reste à ma place avec cette humilité de partager des expériences et d'être moi-même cobaye de ces expériences, et plus j'ai le sentiment de grandir avec les autres parce que eux-mêmes partagent leur propre expérience. Donc non, les mentors, c'est plutôt ceux que je rencontre, c'est-à-dire quotidiennement, comme je te disais, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte ou une personne plus âgée, chaque personne ce sont plutôt des mentors pour moi. Hmm. Moi, j'ai quand même eu l'impression, alors après, effectivement, je comprends ton retour, mais c'est vrai que moi, quand j'ai lu, alors surtout Respire, je me suis notée, mais énormément de phrases, de passages que je trouve inspirants, et à partir du moment où j'ai été trouvée inspirant quelque part, ils vont m'accompagner. Et donc aujourd'hui, j'ai quand même eu l'impression que pendant les quelques heures où j'ai lu le livre, j'ai eu une parenthèse avec un mentor. Mais je te le dis à Bon, titre merci, personnel, tu vois, merci pour ça. et je comprends ton retour, etc., qui est très humble, bien évidemment, mais moi, c'est vrai que ça m'a fait du bien, et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu bah, quelques heures avec un mentor. Ça m'a filé un petit coup de boost, et c'est aussi pour ça que je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec toi, parce que je me dis, si ça peut donner ce petit coup de boost aux personnes qui vont lire ces livres, ben, j'ai une petite transmission à mon échelle de bon bah voilà, moi ça m'a fait du bien. J'espère que toi aussi ce livre te fera du bien, et qui auront aussi ces occasions d'avoir ce ressenti, d'avoir été un peu mentoré pendant quelques heures. Parce que c'est pas tous les livres qui nous font ce même effet, et vraiment je tenais à te le dire, donc vraiment merci. Euh, Merci à toi, Marion, pour ce retour. Et tant mieux que ça ait pu faire du bien. Et merci de le partager parce qu'effectivement, la volonté, mon objectif premier, c'est de se dire, bah voilà, si ces petites choses, moi qui m'aide au quotidien, peuvent faire du bien à une personne de plus, merci d'être transmetteur de ça. Parce que c'est cette chaîne qui en fait un succès.
de cet ordre-là. Et quand je parle de succès, c'est plutôt chacun se tient la main, chacun donne la main à l'autre. Et si vraiment tu donnes la main à quelqu'un, qui donne la main à quelqu'un, qui donne la main à quelqu'un, effectivement, on va se retrouver autour de la planète, tous main dans la main. Et je pense que le, la vie sera un peu différente. Mm. Je suis complètement d'accord. Et je voulais revenir moi sur une notion clé qui a été du coup que j'ai un peu extrait de ce mentoring, c'était vraiment la notion de celle d'oser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on passe à côté de beaucoup d'opportunités, d'occasions, de rencontres, parce qu'on n'ose pas, justement. Est-ce que toi, dans ta vie personnelle, quels sont les moments où tu as osé et qui t'ont finalement permis de vivre certaines choses que tu n'aurais pas pu vivre si tu n'avais pas osé? Je crois que tout est dans le verbe oser. Il n'y a pas une idée, il n'y a pas un projet plutôt qui ne peut se réaliser sans commencer par le verbe oser, quel que soit ce qu'on fait dans la vie. Donc moi, c'est mon quotidien d'oser. À partir du moment où j'ai un rêve, j'ose. Je ne dis pas que c'est facile toujours. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on se lance dans un projet, une des conditions sine qua non de la réussite, c'est de tomber. Personne ne peut réussir sans être tombé une première fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois. D'ailleurs, quand on apprend à marcher, on tombe en moyenne de 1000 fois. Donc, moi, c'est un peu ma barre. Tant que je ne suis pas tombée de 1000 fois, puisque je l'ai déjà fait en apprenant à marcher, tant que je ne suis pas tombée de 1000 fois, je continue. Et ça passe par le verbe oser. Oser parler, oser rêver, oser être qui nous sommes, oser aller en rendez-vous vers quelqu'un, oser se prendre une gifle, oser tomber, oser. Rien ne se passe sans le verbe oser. Donc, je ne peux que conseiller ça. C'est-à-dire que pour moi, et tous les gens que j'ai rencontrés, mais si je te posais la question, tu as fait 1000 projets dans ta vie, tu en fais même chaque jour. D'ailleurs, regarde, tu lances ce projet de podcast. Si tu n'oses pas venir me contacter, on ne se verra jamais. C'est clair. Si tu n'oses pas prendre des risques, si tu n'oses pas perdre du temps à rencontrer des gens, si tu n'oses pas 1000 choses, mais il ne se passera rien. Tu ne feras jamais de podcast. Donc, tous les projets, quels que soient nos projets, il faut commencer par oser. Et ça, je crois que c'est vraiment l'impulsion première à tous les projets. Alors moi, j'ai une clé pour ça, j'ai vraiment un vrai secret dans ma botte. C'est que quand je n'ose pas, quand je sens que je vais avoir peur, parce qu'une fois qu'on a une bonne idée, ce qui est fou, c'est qu'en quelques secondes, c'est-à-dire en même pas 3 secondes, en tout cas moins de 10 secondes, tu as tous les freins qui arrivent. Ah ouais, mais je vais pas y arriver, et puis je vais être ridicule, et puis de toute façon, je suis pas câblée pour ça, et puis j'ai pas assez d'argent, et puis j'ai pas assez de diplôme, etc. Et puis moi, j'ai toujours pas eu de chance, etc. etc. Tu vois, tu as 1000 freins qui arrivent. Donc moi, mon grand truc pour y arriver, c'est à la seconde où j'ai une idée, je la garde bien, je la visualise bien, et je compte de 5 à 0. 5, 4, 3, 2, 1, et boum, je me lance. J'ose. Et à chaque fois que je me dis ça, chaque fois, c'est parti. Parce que le vrai sujet, c'est la première impulsion. Une fois qu'on est parti et qu'on accepte qu'on va se prendre des noms, c'est de tomber, parce qu'on va se prendre des noms, on va se prendre des critiques, on va se prendre des « Ah, mais t'es folle, mais tu devrais jamais faire ça ». Voilà. Déjà qu'on a des doutes, on se prend plus tous les doutes des autres. Et pas toujours malveillants d'ailleurs, parce que certains nous demandent d'arrêter ou nous proposent d'arrêter parce qu'eux-mêmes ont peur, et c'est parfois bienveillant. Sauf que c'est pas en phase avec nous. Donc, oser, c'est le verbe de ma vie. C'est le verbe que je conseille à tout le monde. J'ai dirigé plusieurs entreprises, j'ai managé des dizaines de salariés, et c'est la première chose que je leur dis, oser, prenez des risques. En plus, je suis dans le monde de l'innovation, donc si on prend pas de risques, si on n'accepte pas des noms et on n'accepte pas de tomber toutes les secondes, on n'innove pas. On développe éventuellement, mais on n'innove pas. Pour innover, il faut accepter de faire un tas d'erreurs. Il faut faire 1000 erreurs pour trouver la bonne solution. Et c'est ça le sujet de la vie, c'est oser. Oser, ça veut dire, voilà, comme toi, tu le fais, tu veux interviewer un certain nombre de personnes. J'imagine que tu n'auras pas des oui à chaque fois. Tu as peut-être eu la chance d'avoir des oui jusque-là, mais tu auras probablement des non. Et non pas parce que ton projet n'est pas bon, mais parce que cette personne que tu veux interviewer sera peut-être pas disponible à ce moment-là, ou aura peut-être beaucoup de travail. Ça n'a rien à voir contre toi. C'est juste qu'effectivement, si moi je passais mon temps à être interviewée par la terre entière, je ne ferais plus que ça, et donc je ne serais plus en phase avec mes projets. Donc au moment où tu m'as contactée, je partais en vacances, donc j'avais un peu plus de temps, et je me suis dit voilà, je veux aussi porter des projets qui ont du sens, mais tu m'aurais contacté à un autre moment, tu aurais peut-être eu un non, et pour autant ton projet est tout aussi bon.
Ouais, bien sûr, Et complètement. si tu n'avais pas osé, eh ben, naturellement, il ne se serait rien passé. Mm. Et le vrai sujet, c'est de se dire, voilà, je me lance dans quelque chose, je vais avoir des non, d'ailleurs probablement plus de non que de oui, mais ça n'a pas d'importance. Je continue et j'avance vers ce qui a du sens. Mm. Donc C'est oser, clair. oui, c'est le verbe, à mon avis, qui est à la base de toute création, ou en tout cas de toute action. Parce que création, c'est plutôt la pensée. Tiens, j'ai une pensée, j'ai une intuition, hop, ça c'est la base de la création. Mais pour réaliser, eh bien, il faut oser. C'est Mm. le point de départ de tout projet. Donc, oui, je ne peux que prôner ça parce que j'ai l'intime conviction que chacun a apporté quelque chose au monde. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je suis complètement d'accord d'ailleurs de le lier à l'action. Parce qu'effectivement, oser enfin, je trouve que la limite, la frontière entre oser et rêver, c'est finalement l'action. Et, Exactement. et peut-être aussi, je suis complètement alignée avec tout ce que tu dis et dans tous mes projets, j'ose parce que déjà aussi, j'ai pris un peu, moi j'ai une leçon que je me dis toujours, c'est que dans la vie, on commence avec un non. Donc en fait, si on ose, on a potentiellement la chance de le convertir en oui, mais si on n'ose pas, on n'a aucune chance de le convertir en oui. Donc C'est c'est un très peu juste. toujours ma Très phrase que je me dis. Et moi, il y a une notion aussi que je trouve assez importante et que j'aurais aimé aborder avec toi, c'est cette vision de l'échec où je pense que beaucoup de gens n'osent pas parce qu'ils ont peur de l'échec, parce qu'ils voient l'échec comme quelque chose de négatif et au contraire quelque chose qui va les affaiblir, alors que j'ai l'impression que l'échec, enfin en tout cas j'en suis assez convaincue, c'est finalement, ça va être l'impulsion qui va être le fait générateur de réussite. Et qu'on est obligé de tomber pour marcher et on est obligé d'échouer pour être encore plus fort. Oui, le problème, c'est qu'on a une connotation négative au mot échec. Euh, à partir du moment, enfin moi, l'échec existe, mais je n'y vois aucune connotation négative. C'est-à-dire que, comme je le disais, pour apprendre à marcher, il faut tomber en moyenne 2000 fois. Si tu te dis, il faut pas que je tombe, sinon je me mets pas à marcher, eh bien le problème, c'est que tu ne marcheras jamais. Et c'est vrai dans tout. Quand tu apprends une langue, par exemple, tu apprends à parler français, au début, on n'est pas en connaissant la langue, on apprend la langue. Moi encore, à 50 ans, je fais des erreurs tous les jours, de français, de fautes de français. Mais si je me disais, tiens, ben parce que je fais des fautes de français, je ne vais pas écrire ou je ne vais pas faire de conférence parce que si je fais une faute, ça va être ridicule, ben, je ne ferai plus rien. Donc, et on pourrait appeler ça un échec, une erreur. La réalité, c'est que, encore une fois, pour moi, la différence entre une personne qui réussit et quelqu'un qui échoue, c'est simplement une personne qui n'accepte pas de se relever face au fait d'être tombé. C'est-à-dire que à la seconde où tu comprends que se relever une fois de plus que d'être tombé, c'est réussir, tu as tout compris. Hmm. Parce que quoi qu'il arrive, à 100%, dans 100% des cas, tu vas tomber si tu te lances dans quelque chose. Tu vas faire des erreurs. Mais euh, encore une fois, pour moi, l'erreur ou le fait de tomber n'est pas un échec à connotation négative. Si on veut mettre le mot échec, pour moi, l'échec, ce serait d'arrêter. C'est la seule façon d'échouer. Arrêter, c'est la seule façon d'échouer. Mais sinon, il n'y a pas d'échec possible. Il n'y a Hmm. que des expériences qui nous amènent à quelque chose d'autre. Euh, c'est vraiment la croyance qu'il y a derrière le mot échec qui est dramatique. La croyance derrière le mot je tombe ou si je suis critiqué, si je suis ben, ça, je vais mal le vivre, oui. Et c'est en ça qu'on arrête. C'est en ça qu'on arrête. Et si tu arrêtes, évidemment, tu échoues, mais c'est le seul échec possible. Parce que si, à l'inverse, à chaque fois que tu tombes, ben, tu ramasses quelque chose. Moi, je dis, on n'est jamais aussi près du sol que pour ramasser quelque chose quand on tombe. Donc, ramassons quelque chose, ramassons de cette expérience et avançons avec cette arme en plus, cette vision en plus qui nous amène sur le chemin de la réussite. Parce que, encore une fois, interview, tous les projets qu'on réussit, ce sont des gens qui ont accepté de se relever une fois de plus que d'être tombés. Mais dans tous les cas, ils sont tombés. 1000 fois, 2000 fois, peut-être 3000. Le problème, c'est que tu vois, moi, ma barre, c'est 2000 fois. Comme quand la moyenne du fait de marcher. Je me dis, attends, si j'ai réussi à marcher, je suis tombée en moyenne 2000 fois comme tous les êtres humains, bien, je me dis, si je ne suis pas tombée 2000 fois dans un projet, je continue. Et tu t'aperçois quoi? Qu'au final, tu tombes une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jamais tellement plus. Mais le problème, c'est que quand les gens se lancent dans des projets, ils tombent une fois, et puis déjà, c'est le drame. Puis, pour les plus courageux, une deuxième fois. Et puis, alors vraiment, pour l'extrême courage, une troisième fois, et puis ils arrêtent. Mais finalement, ils sont parfois pas grand-chose de réussir. Sauf que
on est très loin des 2000 fois. Moi, j'ai rarement vu un projet où je tombais plus de 10 fois. Et 10 fois, c'est pas grand-chose, mais il faut encore accepter ces chutes. Tu sais, quand tu te lances dans un certain sport, moi j'avais l'échec de ma vie, et c'est parce que j'ai arrêté que c'était l'échec de ma vie, c'est de jamais avoir réussi à faire du roller. Je rêvais de faire du roller, et puis alors j'ai appris très tard, donc j'avais très peur, et j'avais pas beaucoup d'équilibre, et quand j'ai commencé, j'ai pris même des cours individuels, etc. Alors il y a des gens qui vont rire parce que attends, le roller, moi j'en fais super bien toute ma vie. Ben, je vous dis bravo, et vraiment, moi j'ai fait des choses dans ma vie, mais ça j'ai jamais réussi. C'est pour moi la seule chose pour laquelle j'ai arrêté, parce qu'à un moment je me suis dit bon, je vais pas tout me péter pour apprendre à faire du roller. Mais ce qui est assez drôle, c'est que la première chose qu'on t'apprend quand tu fais du roller, plusieurs cours d'ailleurs, c'est d'apprendre à tomber. Parce que quoi qu'il arrive, le prof en face, il sait que tu vas tomber 1000 fois, 2000 fois avant de réussir à en faire. Alors pour un enfant, bah, c'est plus simple de tomber parce que ça fait partie du processus, on le sait bien. Bah, pour un adulte, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, pour moi, je me suis dit, je vais pas aller au stade de tout me casser pour réussir ça. Donc ça n'avait pas assez d'importance pour moi, sinon j'aurais réussi comme tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette image, c'est effectivement, j'ai commencé par 2, 3, 4, 5 cours où on faisait pas de roller, on apprenait juste à chuter. Et ben, je crois que c'est à l'image de ce qui peut se passer dans nos projets. Si on commence par apprendre à chuter, il y a beaucoup moins de difficultés à commencer parce qu'on sait chuter. Et c'est vrai que moi j'ai pris quelques chutes, mais j'avais appris à chuter, et du coup c'était beaucoup moins douloureux. Et quel que soit le projet, bah, si on apprend à encaisser les critiques, si on apprend à être montré du doigt, si on apprend à plein de choses, et ben finalement c'est beaucoup moins difficile. Et ce qui est extrêmement vertueux, c'est que plus tu fais de choses, plus tu as appris à tomber, plus tu as réussi un certain nombre de choses, et plus tu as confiance en toi. Et donc, naturellement, bah, le projet d'après, tu le réussis. C'est ça qui est juste fou. Alors que quand tu t'arrêtes, bah, tu prends ça pour un échec, et puis le projet d'après, tu dis, ouais, non, mais de toute façon, je suis nul, j'ai pas réussi le premier, donc je vois pas comment je vais, puis j'ai pas de chance, puis ceci, puis cela. Et puis finalement, tu vas dans une spirale négative qui t'amène à beaucoup plus de renoncement que si tu réussis une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, etc. Tu vois, donc c'est juste d'essayer qui fait que bah, tu essayes, puis tu réessayes, mais si tu acceptes vraiment que le fait de tomber fait partie de cette réussite, alors d'un coup, tout se détend. Ouais, c'est clair, c'est clair. Quels seraient les conseils que tu donnerais à la jeune Maude qui commence tout juste sa vie de femme? Le conseil, enfin en tout cas une chose qui me sert beaucoup, c'est sans doute justement ce non-renoncement, c'est-à-dire ce Ouais. courage d'aller vers ses rêves, parce que aller vers ses rêves, c'est courageux. Ça demande beaucoup de travail, quel que soit notre rêve. Moi, j'ai pas trouvé la clé du succès, du bien-être et du bonheur sans rien faire. Au sens de, quand je dis sans rien faire, pas dire qu'au contraire, il y a des vrais vraiment compris maintenant que silence et le fait de se recentrer aide beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est dans le sans rien faire, c'est attendre que tout tombe tout cru et tout réussisse comme ça. Ça j'y crois. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé la clé. Donc le conseil que je peux donner, c'est effectivement de vraiment s'écouter et vivre ses rêves, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de vrai et de plus beau dans notre vie que d'être soi-même et d'offrir le meilleur de qui l'on est vraiment, et non pas de qui on a voulu être ou paraître, mais plutôt qui on est vraiment. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est de pouvoir enlever mes costumes et pouvoir me dire, voilà, quand je suis sur scène, je fais beaucoup de conférences maintenant autour de ces sujets, et quand je suis sur scène, et ça me demande un effort considérable d'être devant 3000 ou 4000 personnes, ça me demande vraiment, vraiment un effort considérable de combattre la peur, le trac, etc. Mais être qui l'on est, à cœur ouvert, à nu, tel qu'on est, il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être aimé pour ce que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Donc, c'est là-dessus que je donnerai tous mes conseils à moi et aux autres d'ailleurs. Je suis entourée de beaucoup d'enfants autour de moi, de neveux, de nièces, et je crois que c'est vraiment ce que je prône tout le temps. C'est soyez vous-même, et soyez aimés pour ce que vous êtes, parce que c'est terrible d'être aimé pour nos costumes. Au fond de nous, on sait qu'il y a quelque chose qui nous manque terriblement. Mm. Donc c'est ça que je continuerai à prôner, et la direction que je prendrai. En tout cas, c'est le conseil que j'aurais aimé avoir bien plus tôt, même si, encore une fois, tout ce chemin m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Bien sûr. Et puis, cette envie de le transmettre à d'autres
qui peuvent l'apprendre encore plus tôt. Donc c'est Ouais, parce que je crois que c'est vraiment une main tendue que j'aurais voulu avoir, beaucoup plus tôt, et voilà, de pouvoir l'attendre, c'est un partage qui me remplit de joie. Vraiment je ne pouvais pas imaginer que mes livres prendraient cette ampleur et cet engouement, mais quelque part, je me dis, ben voilà, je crois que j'ai jamais autant appris des autres grâce à ce livre, grâce à ces deux livres. J'ai jamais autant appris dans ma vie et en dépassement de moi-même pour ne pas couper les flux du livre, grâce aussi au lecteur. Donc c'est un vrai partage mutuel. Là où j'avais juste envie d'offrir ce premier livre à mes amis, une centaine de personnes. J'ai pas 100 amis, mais de gens qui m'avaient aidé dans la vie ou avec qui je me sentais bien. Ouais, je comprends. Et alors, on arrive à la fin de ce podcast. Je voulais savoir si tu avais des petits tips en cas de coup de mou, un peu des tips coup de boost. Alors, la première chose, moi, c'est de me lever le matin et de scanner mon corps et de me dire j'ai mal nulle part. Et quand on a mal nulle part et qu'on n'a jamais eu mal, on se dit oui, bah, ça c'est normal. Je vois, bah, c'est normal. Je sens, ça c'est normal. J'entends, ça c'est normal. Mais en fait, c'est pas normal. C'est juste un luxe absolu, une chance absolue. Donc déjà simplement de se dire purée, je vais bien, tout va bien, de tout dans mon corps, je me sens bien. Bah, je crois qu'il y a 99% de gens qui vivent ça et qui ne se rendent pas compte de leur bonheur. Donc pour moi, c'est un coup de boost énorme. De me dire, je me lève le matin, j'ai mal nulle part, je suis en pleine forme, je suis pas malade. C'est déjà énorme. Et puis après, bah, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une pleine santé, bah, ça m'est aussi arrivé et ça ne veut pas dire pour autant que la vie s'arrête. Mais ça veut dire que moi, un des coups de boost, c'est de se dire que tout change. Rien ne reste figé. Rien n'est tel que c'est aujourd'hui. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse vivre de difficultés, quelle que soit la difficulté, sachez que rien ne reste figé et tout change. Donc ça aussi, la difficulté, elle va changer. Et puis après, je crois intimement que chacun a quelque chose d'extraordinaire à apporter à l'humanité, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et même si sur l'instant, des fois, on n'y croit pas, on se dit ouais, mais moi, je suis beaucoup moins bien que l'autre, que mon voisin, que mon mari, que ma femme, que mes enfants, etc. Et c'est vrai qu'on a parfois ce manque de confiance en soi. Mais en réalité, non, on a tous quelque chose d'extraordinaire à apporter. Il suffit juste d'aller chercher. Tu prenais cette phrase de Deepak Chopra, à l'intérieur de nous-mêmes, l'endroit où rien n'est impossible. Et ça, je le crois, parce qu'on a tous cette connexion-là et on peut tous aller chercher ça. Ça demande un tout petit peu de courage, ça demande d'oser, comme on vient de le dire. Ça demande de dépasser un peu ce qu'on connaît, de sortir de notre zone de confort, de ce qu'on de cet endroit où on a l'habitude d'être et qui finalement nous semble pas mal, mais nous rend finalement pas toujours heureux. Et c'est pas si compliqué que ça. Ça demande juste effectivement ce petit effort. Mais cette énergie-là, on l'a tous. Donc ouais, je le dis souvent, ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes. Personne ne doit priver plus longtemps l'humanité de ce qu'il est. Super. Bon, bah, c'est un bon message de fin pour toute la communauté Agoyamam. Ça montre à quel point il est important de prendre soin de son mental et de préparer son mental aux épreuves de la vie. Donc c'est un très beau message. Merci beaucoup, Maude. Merci à toi, Marion, vraiment, vraiment pour ce moment et puis pour ton initiative dans cette idée de partager ce qui te fait du bien. Je suis très touchée. Merci vraiment. Merci. Et une fois de plus, je recommande vivement profiter de cet été pour lire ou relire Kilomètre Zéro et Respire, le plan est parfait, parce que c'est vraiment deux livres très inspirants, bon, en tout cas qui m'ont beaucoup inspirée et j'espère vous feront beaucoup de bien. Merci beaucoup, Maude, et à très vite sur Agoyamam. À très bientôt. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter, d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram Agoyamam pour ne rater aucune bonne énergie. Et nous espérons que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro, mais aussi perso, et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.